nous avons de très bons politiciens, nous en avons de véreux. Nous avons de très bons maires, nous en avons de véreux. Nous avons des pêcheurs, de bons pêcheurs. Nous avons quelques bergers qui nous restent. Nous avons l'âme corse qui est sauvegardée surtout, du côté de la montagne. Sur la plage, là, ça commence. Tous ces bikinis, toutes ces choses-là, vous savez, quand vous voyez ces bergers vieux qui ont 70, 80 ans, qui voient ça, ils disent, ça y est, si ma femme voyait ça, malheur, elle deviendrait folle. Ils regardent quand même. Alors il y en a un qui dit, mais pourquoi tu regardes? Dis, écoute, j'ai un ulcère à l'estomac, je ne peux pas manger, mais au moins laisse-moi regarder le menu. Oh, madame, si vous étiez venue à Sagonne il y a 30 ans, c'était l'âge de Lys à ce moment-là. Il n'y avait pas toutes ces villas, tandis qu'à présent, oui, depuis 1956, il y a plus de 200 constructions à Sagonne. Alors qu'avant, ici à Sagonne même, il y avait un petit port, il y avait une école ambulante, il y avait un petit restaurant et 3 ou 4 maisons. Actuellement, ça change. Les plages étaient toujours vides, il n'y avait personne. Les bergers, c'était un plaisir. Il y avait au moins 32 bergers qui ont disparu depuis 1946. Et est-ce que vous croyez que les gens sont plus heureux maintenant? Ils sont plus malheureux parce qu'à présent, avant vous arriviez en Corse, on se faisait un plaisir de vous héberger et on se disputait l'honneur de vous avoir à table. À présent, sur le littoral, ils sont un peu comme les autres. Ils commencent à se gâter. L'argent, je crois, abîme un peu tout. Il y a eu encore récemment un crime d'honneur. Ah, ça, madame, vous savez, c'est des affaires de famille qui se débrouillent entre eux. En Corse, ces choses-là, normalement, n'existent pas de tuer quelqu'un à la maison, mais enfin. C'est des choses très délicates, ça. Qu'est-ce que c'est un crime d'honneur? Un crime, c'est quand on vous donne une gifle, vous lui envoyez une balle. Voilà. Et comme chèque de retour, vous lui envoyez une balle. Comment vous avez été mêlé à l'affaire Romanetti? C'était un parent, c'était un cousin germain, vous savez. Il fallait défendre la famille. Toujours dans le droit de l'honneur. Quand il a voulu faire un petit chose de côté, on lui a fait comprendre. Et Romanetti, alors voilà, quelqu'un qu'on a encore abîmé. Monsieur un tel voulait gagner ses élections, monsieur un autre tel le sollicitait, et des gens dont les noms sont très connus au Gotha parisien, et qui venaient ici encore. Surtout, il n'y avait pas l'avion en ce moment-là, ils venaient par le bateau. C'était dur en voyage, Paris-Ajaccio par le bateau, surtout quand la mer était mauvaise. Eh bien, ils venaient, ils sollicitaient, c'était des rencontres dans le maquis avec gala. Hein. Il y avait du champagne, il y avait des bons vins corses et tout, et tout, et tout. Après, il y a eu des histoires de femmes. Parce que les femmes lui couraient après. Vous savez, les femmes, ça va être terrible. Hein. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré 15 ans par là. Il a réussi 15 ans à garder le maquis? Ah, oui, sans coucher dans les draps de lit. Hein. Et puis alors, ce Romanetti avait une forme du banditisme, bien à lui. C'était un type très intelligent. Il n'était pas sanguinaire, il avait compris qu'on ne pourrait pas tuer enfin, par le plaisir du meurtre. Alors il faisait des affaires. Il a même fait du cinéma. Comment est-ce qu'il a été pris? Il a été pris, on a se couché, comme d'habitude. On lui a tiré un coup à chevrotine à bout portant, en passant un petit sentier.
Enfin, c'est bien loin tout ça. Hein. Oui, c'est heureusement pour la Corse. Mais il n'y a rien de changé, vous savez, à ce point de vue-là. Ah bon, avete preso? Sono dinanzi uno. No. Allora pigliati uno, allora pigliati uno guida. Quante mucche? Qua più Portogallo. Due di ciudi facciano sì. Porzemma. 600 grammi. 400 di chiareggi, lui di ciudi. Sì. Vous venez tous les jours vendre? Tous les jours. Il y a beaucoup plus de monde en été? Oui, en été, oui, mais en hiver, il n'y a rien. Il faut manger quand même. Allez, je préfère celle-là quand même. C'est bon au soleil? Vous êtes retraité? Je ne fais rien. Vous ne faites rien. Et vous êtes heureux comme ça? Oui, Bah ça c'est bien de voir un homme heureux. ouais, c'est comme ça. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? J'ai des olives qu'on ne ramasse plus. Je fais de l'huile, je n'en fais plus depuis un an ou deux. Toujours à cause de la main-d'œuvre. À cause de la main-d'œuvre, oui. Pourquoi il n'y a pas de main-d'œuvre? Parce que vous savez que les gens partent, les jeunes partent. Il n'y a plus que des vieux dans les villages. C'est pas ici que je mets culture, c'est à quelques kilomètres dans un village qui faisait encore 200 habitants il y a une quinzaine d'années et qui n'en fait plus que 60 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va se passer que les familles vont s'éteindre et que le village va mourir. C'est triste ça. Non, en revanche, il y a quelques petites constructions qui se font. Des gens qui viennent passer des congés à la campagne, ou bien qui prévoient la chose en vue de leur retraite future. Hein. Mais c'est pas la vraie vie ça. Hein? C'est pas la vraie vie Ah, ça. c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie économique, parce que tout meurt vraiment. Autour de certaines, c'est pas loin d'ici pourtant. Qu'est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire? Eh bien, très peu de choses. À qui appartient ce moulin à huile? Nous travaillons en famille, Qu'est-ce que vous faites à part votre participation dans le moulin à huile? Restaurateur. Vous êtes restaurateur. Et vous, monsieur? moi je suis fonctionnaire. Et vous, monsieur? Boucher. Et vous habitez Olmeto? Oui. Tous les trois, oui. Vous êtes originaire d'Olmeto? Oui. Et qu'est-ce que faisait votre père? À l'origine, il était boucher. Il s'est installé à Olmeto comme boucher. Il était berger tout à fait au début. Et ensuite, quand il s'est marié, il s'est installé boucher à Olmeto. Mon père avait acheté un petit pressoir à huile qui fonctionnait au mulet. Et nous avons perfectionné ça parce qu'il fallait le faire. Sinon, les olives se perdaient et il n'y avait plus moyen de les cueillir et de les traiter. Les habitants du village nous amènent les olives sont triturées et nous rendons l'huile aux différentes personnes qui nous ont apporté cette huile. Le restant, nous le vendons, oui. Nous vendons une partie de l'huile à l'habitant et quelquefois, si la quantité est assez importante, nous l'exportons sur le continent. Au-dessus du moulin à huile, il y a un dancing et à l'étage supérieur, un restaurant. Ici, l'agriculture se transforme au détriment des bergers. Des 275 000 moutons que la Corse possédait en 1949, il n'en reste aujourd'hui que 120 000. Des 200 000 chèvres, 40 000 seulement. Dans la montagne, les agents des P&T utilisent encore des moyens de transport que l'on croyait depuis longtemps disparus. Pourtant, ici, l'état des routes s'est bien amélioré. Il y a un problème de transport, mais enfin, il y a une très nette amélioration. La Corse avait le réseau routier le plus étendu et le plus en mauvais état.
Et depuis 2 ans, il y a vraiment des réalisations spectaculaires. Et je pense que cet effort sera poursuivi jusqu'à ce qu'au moins les principaux axes soient entièrement refaits, élargis, soient roulants comme les portions qui ont été construites maintenant, n'est-ce pas? Et le chemin de fer? Et le chemin de fer, eh bien, il faut que nous conservions notre chemin de fer. Vous savez que les Corses sont très attachés à leur chemin de fer, peut-être un petit peu parce qu'il est bientôt centenaire, mais ce n'est pas tellement ça, c'est parce qu'il rend d'énormes services, qu'on le veuille ou non. Parce que l'hiver, lorsque les Ajacciens sont enfermés, le dos tourné aux montagnes, qu'ils sont enneigés, qu'ils regardent du côté de la mer, s'il leur faut aller à Bastia, très souvent les voitures ne passent pas ou passent difficilement le col de Vitsavone, les autocars le passent très difficilement ou pas du tout, et l'autorail passe. Et moi je pense au contraire qu'il faut faire un très gros effort pour améliorer le réseau ferré. En tout cas, ce qu'il faudrait, pour le tourisme en Corse, duquel on parle tant, il faudrait que le Parisien qui veut venir en Corse puisse prendre un passage sur les bateaux de la compagnie transatlantique à Marseille avec la même facilité qu'il prend son billet de chemin de fer à la gare de Lyon ou à la gare de l'Est. Et le problème de l'été lui-même est assez restreint, il est aigu, il existe, il ne faut pas se le dissimuler, c'est un fait, nous n'arriverons pas à faire face entièrement à la demande et il serait malhonnête de ma part de le nier. Le matériel que nous utilisons sur la Corse est à la pointe de la technique. On dit toujours le monopole, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le monopole, eh bien, vous avez d'une part le monopole de pavillon qui résulte de l'application de l'article 257 du Code des douanes qui réserve le trafic entre ports français au pavillon français. Deuxième aspect de ce qu'on appelle le monopole, c'est le fait que nous ayant une convention avec l'État, nous sommes dans la pratique les seuls à assurer le transport des passagers entre les ports du continent français et les ports de Corse. Cette convention, c'est la compagnie transméditerranéenne, filiale de la compagnie générale transatlantique qui en bénéficie. À charge pour elle d'assurer les liaisons en toute saison, y compris les périodes creuses. Quels sont les grands problèmes de la Corse à l'heure actuelle? Il y en a beaucoup, ce sont toujours les mêmes. Vous savez, l'emploi, bien sûr. Et l'emploi qui est une question très très délicate, mais je ne sais pas tellement vous dire, parce qu'il en est d'être plus autorisé que moi, vous le diront certainement. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'insularité, il y a la difficulté d'échange avec le continent, il y a la vie chère, la vie plus chère parce que nous sommes des insulaires. À Bastia, on parle beaucoup de scinder la Corse en 2 départements. Qu'est-ce qu'en pense un Ajaccien? Un Ajaccien moyen. Je pense que ce serait très probablement une erreur. À mon humble avis, je suis sûr qu'avec les tempéraments différents entre ceux de l'au-delà des monts, c'est-à-dire la région d'Ajaccio-Vico, et ceux de l'Andesademo, il y a déjà une différence énorme. La Corse est faite de caractères très différents, de régions différentes. Le Cap Corse, la Balagne, la côte ouest, le Sartenay, et avec ces différences, elles forment quand même une unité. Je pense que ce serait, je l'ai déjà dit, une erreur, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait 2 départements, nous vivrions vraiment le dos tourné les uns les autres. C'est une question qui est tout à fait à la mode. On en parle depuis quelques années, c'est parti depuis cette année, c'est parti de Bastia, la jeune chambre économique notamment. Je crois qu'il y a de bonnes idées, il est certain qu'on souffre, notamment à Bastia, qui est la ville commerciale et industrielle et le port le plus important de Corse, on souffre de l'éloignement de l'administration régionale, essentiellement concentrée à Ajaccio. Ceci dit, est-ce que la bidépartementalisation solutionnera nos problèmes? Est-ce que ça nous apportera plus de crédit? Mais difficile de me prononcer sur cette question-là. Je crois qu'il y a des avantages et des inconvénients. Le Conseil général sagement a proposé de faire un référendum en Corse auprès des populations intéressées. Je crois qu'à ce moment-là, on verra un petit peu ce qui va ressortir de ce référendum. Jeune Corse vivant en Corse, comment voyez-vous l'avenir de la Corse? Il y a finalement plusieurs façons de le voir. Et on peut être pessimiste, on peut être optimiste, selon qu'on pense qu'on va subir ou qu'on va agir. Comme d'habitude, la réalité certainement sera entre les deux. Tourisme, artisanat, industrialisation,
Intellectualisation, où va-t-on? De toute façon, ce à quoi nous voudrions aller, et ça je crois que personne ne pourra le contester, c'est vers le bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est l'argent? Il semble que non. Depuis longtemps, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais d'autre part, on ne peut pas nier que la vie que nous vivons actuellement est composée d'un certain nombre de choses. Et ces choses, si nous n'en tenons pas compte, nous ne sommes pas des gens réalistes. Donc, nous n'avons plus rien à espérer. Il nous semble que la Corse est, Dieu merci, en retard. Et par ce retard, est restée une espèce d'oasis, pas toujours intacte complètement et à tous les endroits. En particulier, c'est très sensible au niveau des paysages, au niveau de certaines réactions des hommes qui se détériorent petit à petit. Il semble que quand même tout n'est pas perdu. Et est-ce qu'il est possible de supposer que dans la mesure où tout n'est pas perdu, à partir de ceux qui existent encore, on puisse bâtir quelque chose qui tienne compte de tout ce que représente la vie moderne avec tous ses avantages, tous ses inconvénients? C'est en quelque sorte le pari que nous faisons. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il réussira? Ça, je crois que l'avenir seul le dira. De toute façon, c'est à la fois notre intérêt et notre plaisir de le tenter.